Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 10, donc déjà le 10e épisode. Petite anecdote, il y a une statistique qui est très intéressante, c'est que 90% des podcasts ne dépassent pas l'épisode 20. Du coup, nous, notre objectif, c'est de ne pas d'être au-dessus de cette stat-là. Pour cet épisode 10, malheureusement, William n'est pas là, athlète professionnel. Mais il a un coach qui lui donne trop d'entraînement. Mais on a plutôt qui est là. Un coach plutôt pour nous aider. Le but de cet épisode, du coup, on voulait quand même vous faire du contenu et vous apporter du coup une perspective différente, vu qu'on va être beaucoup plus dans une discussion. Le sujet de cet épisode, c'est sur le coaching. On va avoir 3 grands termes. Le premier, ça va être sur l'évolution du coaching. Le deuxième, ça va être sur l'individualisation du coaching. Et la troisième partie, sur l'utilisation des outils. Donc, tout ce qui va être respiratoire, INSEAD, on va aller un peu plus au détail. Le but de ce podcast, de cet épisode, c'est de vous donner notre vision du coaching, notre façon de travailler, que ce soit à travers Papa, par son travail avec les triathlètes et tout ce qui est sur les sports d'endurance, et puis moi avec un peu plus déjà des personnes qui sont différentes, qui sont peut-être moins professionnalisées entre guillemets, et puis un peu sur l'aspect renforcement. Donc on va pouvoir commencer de suite. À l'heure actuelle, l'industrie du sport ne cesse d'évoluer, et le coaching bien évidemment est en lien avec ça. Pour toi, quelle est ta vision de l'évolution du coaching à l'heure actuelle ? Alors, en fait, ça a drôlement évolué. Bon, moi, je suis dans le sport depuis très, très longtemps. Donc, avant, on aimait bien à l'époque, c'était vraiment dire, voilà, on est au travail. Après, quand on est à la maison, on est une personne différente. Au sport, on est encore une personne différente. Aujourd'hui, on est plus dans un côté où on dit... Prends le micro à chaque fois. Chaque épisode, il nous fait la même. On dit vraiment que c'est super important, la notion d'alignement. Et donc, il faut vraiment être, les termes, c'est authentique, malgré que ce n'est pas toujours juste, mais disons aligné entre... Donc, pour être aligné, il faut être la même chose dans tous ces domaines de vie. Et tout ça pour en arriver sur l'entraînement, où c'est ultra important aujourd'hui d'avoir un environnement qui s'intègre à votre vie, justement. Alors qu'à l'époque, moi, j'ai connu, et je lui fais un peu des excès du reste là-dessus, à dire, voilà, je veux préparer un Ironman, et il y avait déjà une vie de famille, il y avait déjà un boulot avec des responsabilités professionnelles, et d'un coup, je mettais encore le sport dessus, et en me disant, je vais faire un Ironman, qu'est-ce qu'il faut, combien d'heures pour l'Ironman, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, ça faisait trop. Aujourd'hui, on va le développer un peu après, mais pour moi, le coaching, c'est comment on intègre, en fait, l'objectif sportif dans la vie de tous les jours de notre athlète, quoi. Et ça, je pense que du coup, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est aussi une des évolutions qu'un coach doit avoir, c'est-à-dire tout est contexte. Et moi, j'ai beaucoup de clients où, encore la semaine dernière, c'est quelqu'un qui voulait faire le semi-marathon de Genève, qui n'a pas couru justement dû à un contexte où il a une vie professionnelle tellement prenante et une vie de famille, que j'ai dû lui dire de ne pas faire la course. Parce qu'il y avait un bien trop risque de blessure. Il est tout le temps en voyage, il est tout le temps fatigué. Et c'est rare que je le fais, mais c'est aussi notre rôle de coach de comprendre le contexte. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, pour mon client, pour mon athlète, est-ce que c'est judicieux de soit faire cette course, ou soit de se lancer dans cette prépa ? Et toi, je pense que ça t'arrive souvent qu'il y a des personnes qui viennent en coaching, qui te demandent, voilà, moi je veux faire un Ironman dans 6 mois. Le but, c'est pas de décourager, le but, c'est justement de leur donner peut-être une perspective différente, de leur dire, voilà, on va commencer sur une distance plus faible, et justement pour les aider à ne pas se blesser et d'atteindre cet objectif peut-être un peu plus tard qu'ils le voulaient. Ouais. Et c'est vrai que sur ce domaine-là, j'ai drôlement changé mon opinion quand même. En fait, avant, quand quelqu'un venait me voir, j'étais toujours sur le côté vraiment sportif pour la performance. Donc, préparer un Ironman, il faut tant de temps. J'ai eu le cas dernièrement avec mon Fred, qui est venu me voir pour préparer la mi-août. Il revenait de blessure, juste quelques mois d'entraînement avant la mi-août, qui est quand même avec 7500 de D+. 110 km. 110 km, donc énorme. Bravo à lui d'ailleurs. Il l'a très fini. grosse performance. Il l'a fini. Mais voilà,
toujours le rôle du coach, c'est de dire, OK, quel est ton objectif avec cette course, qu'est-ce que tu veux faire, et on définit en fonction du temps qu'on a. Donc là, c'est vraiment cette discussion en avant-première avec l'athlète. Et surtout, de vraiment... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi responsabiliser la personne en face pour lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire mais je ne suis pas dans ton corps. C'est toi qui dois ressentir ça, c'est toi qui dois me le dire. Voilà. Et puis moi, en fonction du retour, je peux faire cet entraînement-là, mais il faut qu'il y ait cet échange entre l'athlète et le coach, autrement ça ne marche pas, quoi. Bah en fait, souvent, et j'aime bien ce côté, c'est que la plupart de nos clients, c'est des adultes. On n'a pas à leur dire quoi faire, on doit juste leur donner les clés pour prendre les bonnes décisions. Et des fois, ils utilisent les clés, des fois, ils les utilisent pas. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on a peut-être pris la mauvaise porte ou qu'on s'est pris la porte. Mais je pense que, comme tu as dit, moi, j'ai bien évolué sur ce sujet-là. C'est jamais tout blanc, jamais tout noir. Et il faut faire attention à... Il y a beaucoup de coachs un peu gourous qui pensent tout savoir. Et on a eu tellement de contre-exemples où on en pensait peut-être qu'il fallait pas faire comme ça. La personne le fait et ça se passe bien. Ouais, tout à fait. Et aussi à l'inverse, comme tu dis, tu as responsabilisé la personne. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai dit à une personne, écoute, moi personnellement, je le ferai pas pour telle et telle raison. Elle a voulu le faire et elle s'est blessée. Donc je suis pas content qu'elle soit blessée, bien évidemment, mais malheureusement, du coup, c'était sa responsabilité parce que c'est elle qui a choisi de faire ça. Mais c'est toujours différent quand une personne a choisi de le faire parce qu'elle va souvent, la plupart du temps, prendre responsabilité de son acte et du coup, ça va mieux se passer que si tu pousses quelqu'un qu'elle voulait pas forcément le faire et qu'elle se blesse, là c'est une situation qui est complètement différente. Ouais. Et c'est vrai que pour continuer dans ce point-là, moi j'ai un peu trop fait avant de, voyant la personne, ok, il veut faire ça, tac, 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 je faisais tout le schéma dans ma tête et je disais, voilà, on va proposer ça, on va aller. Maintenant, je vais vraiment plus loin dans les questions justement sur le travail, sur le niveau de stress, sur comment, au niveau de la famille, etc. Je pose vraiment beaucoup de questions pour comprendre et puis dire, ok, et comment on va le prendre, ta compagne ou ton compagnon, comment ça va s'intégrer dedans, au niveau des enfants, etc. Et je pose vraiment ces questions pour que, quelque part, comme on dit, toutes les pierres soient retournées et qu'il n'y ait pas de surprise après, quoi. Ça, j'essaye de faire un peu plus parce que je me suis aperçu des fois que des personnes ne se rendaient pas compte, mais pas d'une façon mal intentionnée, c'est juste qu'ils ne se rendaient pas compte de l'impact. Non, c'est vrai, et puis je pense, du coup, l'évolution du coaching, elle est en lien avec l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui fait de plus en plus, qui ne s'arrête plus, et du coup, on veut toujours aller chercher plus loin, et au final, cette quête de plus, est-ce qu'elle est vraiment en lien avec ce que l'on veut ? Et c'est vrai que souvent, moi, c'est la question, c'est quelle est votre priorité dans votre vie ? Ok, si ton marathon, ton record, c'était en 3h30, tu vas aller chercher 3h20, c'est bien, tu as gagné 10 minutes, mais est-ce que ces 10 minutes valent 30 heures d'entraînement par semaine ? Ça va impacter ta famille, tu vas être fatigué, tu vas peut-être pas être là pour tes enfants. Pose-toi les bonnes questions. Il n'y a pas de bien ou de mauvais, mais c'est à toi de faire tes priorités et tes choix vont impacter ta vie et il y a des conséquences. Il y a des conséquences et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on tombe dans ce sport de performance, moi le premier, tu peux tomber tellement dedans que tu commences à mettre des œillères et tu te rends pas compte de l'impact que ça a autour de toi. Et moi, je le vois rien d'un point de vue professionnel. À un moment, je me suis dit, non, je veux quand même développer ma carrière parce qu'à un moment, c'est ce qui te nourrit. Et puis, pas que seulement financièrement, mais aussi, il y a quelque chose de beau de vivre de sa passion et de bien en vivre. Et surtout que ton identité ne soit pas liée qu'au sport. Et ça, je pense que c'est aussi une évolution du coaching par rapport à l'évolution passée. C'est qu'on peut le voir maintenant avec les influenceurs, des Théo d'Etienne, des Clem qui courent. Et je trouve ça très intéressant, même s'ils sont décriés, c'est que on est dans une ère du sport où la performance ne suffit plus pour en vivre en tant qu'athlète. Tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des influenceurs qui sont peut-être même pas top 20, top 30. Bon, c'est quand même des mecs qui sont bons. Un Théo d'Etienne, c'est une machine de guerre, mais un Clem qui court peut-être un peu moins bon, qui vivent beaucoup mieux que des tops. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le sport avait évolué et qu'ils sont adaptés à la société qui évolue. Et donc, tout ça pour revenir sur le coaching, c'est que en tant que coach, il faut être en lien avec cette évolution sociétale pour pouvoir rester en place au final. Ouais. Et en plus, en tant que... Parce que ce que tu dis au niveau des athlètes, c'est exactement la même chose au niveau des coachs.
Il y a des top coachs aujourd'hui qui vivent très très bien parce qu'ils savent, c'est des bons coachs, mais ils savent aussi très bien communiquer. Mais je connais d'autres coachs qui sont vraiment de très bons coachs, mais qui ne communiquent pas. je ne citerai pas. Mais, et ce serait prétentieux de dire que je suis un très bon coach, parce qu'on apprend toujours, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le côté, en fait, c'est vraiment hyper important d'exprimer comment fonctionne ce qu'on veut faire, parce que pour nous, c'est un peu inné, c'est intégré dedans, mais les gens ne comprennent pas, quoi. Pour rejoindre ton point, pour moi, un des autres points dans l'évolution du coaching, c'est que en tant que coach, on n'est plus juste des personnes qui font des plans, qui donnent des exercices. On est des psychologues, quasiment. On est des amis, on est des proches. Moi, j'ai beaucoup de clients où je suis dans leur cercle proche. Et je suis content aussi qu'ils soient dans ma vie aussi, qui sont proches. C'est des personnes que je considère comme des amis. Hein. Ouais, ça fait. Moi, souvent, on me dit tout le temps, il ne faut pas mélanger le travail et la vie personnelle. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que juste si tu mets bien les limites, que tu es clair sur plein de points, tout se passe bien et que tu vis des moments juste exceptionnels. Mais tout ça pour dire que cette compréhension de l'évolution aussi du coaching, elle est en lien avec l'évolution de la société. C'est-à-dire que, vu que c'est une société qui va de plus en plus vite, les gens vont de moins en moins bien. Donc en tant que coach, on revient sur le premier point, sur le contexte. Si tu comprends ce contexte-là, tu vas savoir qu'à un moment, peut-être cette semaine-là, il s'est moins bien entraîné. Au lieu de lui passer, de lui dire que ça n'a pas été bien, peut-être lui poser la question, ça va, tu te sens bien, est-ce que ça va? Et juste le fait de s'intéresser aux personnes, mais de façon authentique et un pas calculée, ça change tout. Ça change tout. Parce que moi, il y a des séances où je vais boire un café avec un client, on va parler pendant 30 minutes, on va faire 20 minutes de mouvement. Donc de l'extérieur, tu dis, ouais, quelle perte d'argent pour le client. Il en ressort, il est plus heureux, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Et lui, il n'est pas à la recherche d'être top 1 sur l'UTMB. Donc, il faut s'adapter à la demande de son client. Et c'est vrai que des fois, on peut venir, moi en tout cas, j'ai fait cette erreur, je ne sais pas pour toi, papa, mais de venir avec ce prisme de la productivité et de la performance dans le coaching, où en 1 heure ou en 1 semaine, il faut faire tant d'entraînement. Et est-ce que cette personne, à l'heure actuelle, elle veut ça ou elle en a besoin? Et parfois, ce n'est pas le cas. Ouais. Disons que moi, je viens d'un univers, on va dire, un tout petit peu plus rigoureux, où la discipline était quand même quelque chose d'ultra important. Alors, c'est vrai qu'à un certain niveau, il faut un niveau de discipline si on veut progresser, mais tu as tout à fait raison. D'un autre côté, il faut aussi comprendre le contexte pour dire, ok, là, au contraire, on relâche. J'ai eu un cas, Priscilla, un cas cette semaine, de quelqu'un qui tombe malade, qui s'excuse parce qu'elle n'a pas fait la séance, mais qu'elle a remplacé par autre chose qui était quand même de l'intensité. Alors je lui ai dit, écoute, c'était déjà super que tu n'aies pas fait la séance parce que tu étais malade, tu ne pouvais pas faire ce test-là, mais même l'autre séance que tu as remplacée par toi-même, c'était déjà beaucoup. Et encore une fois, c'est marrant, on est dans une société où les gens, ils ont un peu peur des reproches, de la remarque. Et moi, souvent, ça me surprend parce que je peux être exigeant en disant, voilà, si vous êtes engagé à faire ça, essayez de tenir le cap. Par contre, chaque fois que quelqu'un vient avec une explication, un contexte bien précis, je reste un être humain et il n'y a pas de souci. Ok, et mon rôle, c'est juste de réorganiser dans les semaines qui suivent de façon à ce que la personne réavance. Pour moi, c'est le dernier point de cette première partie. C'est, pour moi, l'évolution du coaching, le maître mot, c'est flexibilité, ajustement. C'est-à-dire que tu peux arriver avec ton idée, tu peux donner ta pédagogie, ta philosophie d'entraînement, et c'est très important. Et souvent, c'est pour ça que les gens veulent travailler avec toi, parce qu'ils aiment ta façon de travailler. Mais en tant que coach, c'est tellement important de s'adapter à qui on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette rigueur, de cette discipline. Par exemple, un William qui adore ça, qui va vraiment se tenir les entraînements, aucun souci. Ou justement, toi, il va falloir que tu apportes peut-être un petit peu plus de souplesse dans l'entraînement, ou de un peu baisser, de mettre le pied sur le frein. Et à l'inverse, tu vas avoir des personnes, moi par exemple, quand toi tu m'entraînes, tu sais que moi je suis quelqu'un de beaucoup plus adaptable à l'écoute de son corps, et du coup si je fais pas une séance, c'est pas que je veux pas la faire, c'est juste que je sentais que c'était pas le bon moment. Et ça, tu l'as bien compris. Donc au final, en tant que coach, c'est comprendre qui on a en face de nous et adapter. Parce que si tu veux forcer, moi j'ai fait cette erreur en étant plus jeune les premières années de coaching, tu perds les clients. Parce que le sport doit être associé à un moment de plaisir pour les personnes. Si ce moment devient un moment de reproche et de culpabilité,
Ils vont s'en dégager, mais sans s'en rendre compte. Ils vont dire j'ai plus les moyens, j'ai plus le temps. Mais c'est des écrans de fumée. C'est juste qu'en fait, ils retrouvent plus dans notre service de coaching un moment de qualité. D'où le mot flexibilité, adaptabilité. Tout à fait. Et qui se retrouve, on avait eu une discussion du reste sur ce sujet, qui se retrouve au niveau professionnel. Bien sûr. Si on discute avec ses collègues, si on a un boss, eh ben, en fait, au lieu de se braquer et de rester sur une idée, ben, de dire ok, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il réagit comme ça, on en discute et avoir cette flexibilité, cette espèce de, ce qu'on appelle souvent, je crois, intelligence émotionnelle. Exactement. Pour s'adapter à la situation, quoi. Et ça, c'est la clé. Donc, pour conclure ce premier point, on veut que vous reteniez ces 3 points pour nous. Notre philosophie, c'est que le coaching a évolué par rapport au contexte, par rapport à la société et aussi sur le fait qu'on apporte beaucoup plus de flexibilité. On est de moins en moins sur ces coachs rois au final, ces coachs gourous, où en tant que coach, si vous voulez garder votre clientèle et évoluer en tant que personne, parce que comme on a dit, la vie personnelle et privée maintenant est aussi interdépendante, et ben il faut que vous vous adaptez. Et ça, on en arrive, l'adaptation sur le deuxième point, qui est l'individualisation du coaching. Déjà pour toi, papa, l'individualisation du coaching, ça veut dire quoi? Parce qu'on voit toujours plan personnalisé. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'individualisation du coaching? C'est un peu comme je disais avant, déjà passer du temps avec son client pour comprendre exactement ce qu'il a fait avant, ce qu'il veut obtenir, quel est son contexte actuel, privé, professionnel, etc. De faire un bilan de tout ça. Après, je crois qu'on en viendra après sur les outils qu'on utilise. Dernière partie, en effet. Ouais, c'est la dernière partie. Mais pour moi, l'individualisation, c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, moi, je vois beaucoup sur Internet fleurir des propositions de coaching comme ça parce que les gens vont... Ça peut être un peu elephant in the room, hein, comme on dit souvent, avec l'IA. Voire il y en a qui créent beaucoup de plans en disant voilà, je mets des plans avec ton nom, une couleur différente, etc. Et on parle d'individualisation. Ça, pour nous, c'est du bullshit. Hein, on n'est pas du tout pour ça. Alors moi, attention, en plus, je suis un ancien geek, donc j'aime bien le côté informatique et l'IA, j'aime bien, ça m'aide pour les analyses, etc. C'est un super outil. Mais attention, pour moi, qui dit coaching, dit humain. Donc le plus important, c'est vraiment dans l'individualisation, c'est cette interaction entre soi et son client. Enfin, Le problème, on en revient sur le point qu'on parlait, qui était du contexte. Et je vous donne un exemple, parce que moi, comme je suis comme toi, papa, j'aime bien jouer avec l'intelligence artificielle et je trouve que c'est fantastique. Ouais. Ce serait mentir de dire que ce serait pas bien. Ça peut vous faire des plans exceptionnels. Mais je donne un très bon contexte d'une douleur actuelle. Ils me disent, surtout, évite de faire ça. À l'heure actuelle, t'es pas prêt pour ça. Il me dit, attends 5 ou 6 semaines. Je me sentais bien, je sais que j'ai tout mis en place, non, j'y vais. J'ai pas du tout eu mal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais gâché 6 semaines au cas où, tu vois. Donc là, dans cette situation-là, moi, c'est mon métier, donc je suis professionnel, mais quelqu'un qui est pas professionnel écoute ça et elle perd 2 mois de son temps, tu vois. Pas parce que peut-être t'as pas donné le meilleur contexte possible ou peut-être que ton analyse de la situation, elle est erronée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être aussi le cas. Donc, tout ça pour dire que je suis complètement d'accord sur ton point sur l'individualisation du coaching, c'est que un plan, c'est bien, c'est personnalisé, tu as mis en place par rapport à ce que la personne demandait, mais au final, tu sais pas comment la personne va réagir, est-ce qu'elle est capable d'avoir autant de volume d'entraînement, est-ce que les fréquences d'entraînement qu'elle a dit, elle va s'y tenir, peut-être qu'au bout d'une semaine, tu te rends compte que pas du tout, donc il faut tout rechanger. Ce côté humain-là, je trouve qu'il va être quand même compliqué à remplacer. Et cette intelligence émotionnelle du coach, elle est aussi difficile à remplacer. Je pense que ça va être des très bons assistants, des très bons compléments pour tout ce qui est sur des tâches un peu plus rébarbatifs. Mais il va toujours avoir cette appréciation émotionnelle du coach qui doit être mise en place. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que... je crois que là, c'est pour Joe de Volodalen, mais c'est vrai qu'il il nous expliquait qu'il préparait toujours beaucoup de plans quand il arrivait devant ses clients. Et en fait, avec l'expérience, il arrêtait de préparer ses plans parce qu'en fait, pour lui, ce qui était le plus important, c'était d'avoir l'énergie de la personne en face. Si d'un seul coup,
il avait préparé, je sais pas, une séance par exemple avec du HIIT dedans, et que la personne venait épuisée de sa journée, fatiguée, eh ben ça on jette. Et c'est pas ce qu'a besoin mon client à ce moment-là. Mais vraiment, moi c'est ce que je fais. C'est grâce à Joe aussi. J'arrive. Déjà, tu vas le voir comment la personne elle marche. Parce que du coup, moi je suis assis, souvent j'attends les personnes. Ils arrivent, ils marchent. Est-ce qu'ils sont à l'heure, est-ce qu'ils sont en retard? Les affaires aussi, souvent c'est intéressant par rapport à la cliente, parce que tu commences à connaître la cliente. Si elle est toujours habillée en couleur, elle arrive en noir, intéressant. Et puis tu connais la personne, tu vois l'énergie. Et des fois ils vont dire ouais ça va, tu comprends que ça va pas du tout. Et ce qui est intéressant sur l'individualisation, c'est que tu as des personnes, tu vas leur dire ok, aujourd'hui on va faire tranquille, et ça va les rassurer, ils sont contents. Et des personnes avec ego, tu leur dis même pas que tu adaptes. Ils s'en rendent même pas compte, mais ils vont être contents parce qu'au final tu leur as donné une séance qu'ils auront besoin par rapport à leur niveau d'énergie. Alors que si tu leur aurais dit oh aujourd'hui on fait tranquille, non, parce que dans leur esprit c'est une perte d'argent. Non, j'ai payé une séance, il faut que je fasse une grosse séance, alors qu'au final tu vas les mettre dans le trou pendant une semaine, nerveusement. Donc cette individualisation, on rentre dans l'aspect, on sort du côté programme, on rentre plus sur l'aspect humain. Qui j'ai en face de moi, dans quel contexte, dans quelle énergie, et à moi d'adapter par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je pensais à un truc juste avant, mais je l'ai bouffé. Mais ouais, et oui, je me rappelle maintenant de ce que je voulais dire. Et en fait, moi, quand je suis devenu coach, j'ai eu un peu de problème avec ça. C'est que des fois, on va ressentir la situation, mais la personne à ce moment-là n'est pas prête pour ça. Et en tant que coach, vraiment un truc que j'ai vraiment appris, c'est de proposer ton aide et de dire ce que tu veux, tu en discutes. Par contre, avoir la patience d'attendre, que je n'avais pas forcément au départ, en disant bon, pourquoi il ne va pas en parler? Parce que là, il y a un problème, il faut faire quelque chose, quoi. Et avoir cette patience, offrir, jusqu'à ce que la personne, par elle-même, on en discutait il n'y a pas très longtemps sur une personne, quelqu'un qui donne des conseils, qui veut dire tiens, fais ci, fais ça, pourquoi tu fais pas ça, machin, etc. Si la personne en face n'est pas prête à ce moment-là à entendre le conseil, mais ça peut être un bon conseil, la personne ne sera pas réceptive. Donc là encore, c'est le rôle du coach de ressentir ça et de savoir quand il peut venir ou dire ok, j'ai proposé, comme je dis souvent, je propose, tu disposes, et si la personne ne veut pas, on recule. En fait, c'est intéressant, et on est toujours dans ce côté de personnalisation. Moi, il y a des clients, je sais qu'il y a des choses qu'on doit un peu éviter, ou c'est pas forcément le plus adapté, mais ils ont envie de le faire. Je leur ai expliqué, ils veulent pas forcément le mettre en place. C'est leur choix, donc moi je fais ce qu'ils ont envie de faire, le plus safe possible. Heureusement, je les blesse pas, mais malheureusement, des fois, on n'est pas forcément en lien entre ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. Mais on a tous un point au moins où c'est le cas, où on a une dissonance entre ces deux points-là. Donc, ça c'était le deuxième point. L'individualisation. Donc voilà, s'adapter à l'humain, s'adapter au contexte, s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses. Et ça vient aussi avec l'expérience. Et surtout, je pense, vraiment s'intéresser aux gens. Si vous vous intéressez aux gens, à l'humain, c'est des choses que vous allez vous rendre compte. Et ça, c'est un élément qui est souvent oublié en coaching. On a beau avoir des super cours de marketing, comment serrer la main, comment dire bonjour, En fait, si tu n'écoutes rien de ce que disent les personnes, ça a marché, tu vas faire ta vente, génial. Tu as vendu 10 coachings, tu as vendu un pack de 3 mois de suivi. Mais vu que tu ne seras pas intéressé à la personne, du coup, tu n'auras pas mis d'adaptation, tu perds ton client. Et tu te fais une mauvaise réputation. Donc, concentrez-vous pas forcément sur la vente, concentrez-vous sur bien faire votre travail et ce sera déjà pas mal. Troisième point, l'utilisation des outils dans le coaching, donc qui est en lien avec l'évolution du coaching. Donc toi, c'est des choses que tu utilises beaucoup. Je dirais un petit peu moins parce que j'ai moins d'athlètes. C'est quoi ton point de vue dessus et comment tu les utilises un petit peu rapidement? En fait, quand je suis devenu coach, j'ai été un peu cherché dans différents points qui m'ont amené différents outils. Et ça peut être du coaching de vie, ça peut être la naturopathie, ça peut être du profilage métabolique à 360 degrés avec InSeed, ça peut être de la respiration, tous ces outils-là. C'était assez marrant parce que même avec ma femme, quand on en a discuté, elle me posait des fois des questions en me disant « mais tu
disperse pas un peu là, il ne faut pas peut-être recentrer un peu. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu que tout se liait. Et là, comme tu aimes bien prendre un exemple concret, je vais prendre le cas d'un des athlètes que j'ai, Chris. En fait, on fait un test. Donc, un test INSEAD, en 2 mots, c'est un test profilage métabolique qui vous permet d'avoir vraiment toutes vos données, VO2 max, tous les seuils. Enfin, bref, je ne vais pas aller dans les détails là, votre dépense glucidique, etc. Donc, ça donne certaines valeurs. Donc, on avait fait le test sur le vélo, ça donnait des valeurs, et on avait fait le test sur course à pied, ça donnait d'autres valeurs qui n'étaient pas forcément. C'est bizarre, parce que d'un côté, on dit qu'il a un très bon profil lipidique, de l'autre, non. Ok, c'est surprenant. Et puis, entre deux, j'avais utilisé autre chose que tu pourras parler aussi un peu après, tu connais bien, c'est les préférences motrices de Volo d'Allen. On regarde, en fait, par exemple, une personne, comment elle court. Si c'est un aérien, plus avant-pied, etc. Et si c'est un terrien, plus appui-talon et on déroule. Et en fait, pour arriver à réconcilier le tout, j'ai passé beaucoup de temps à regarder toutes les données. Et en fait, je me suis aperçu que, vu que c'était quelqu'un quand on avait fait son anamnèse, il m'avait parlé de son hernie discale. L'hernie discale avait fait que son docteur lui avait dit « arrête de courir talon, cours vraiment avant-pied ». Il s'est retrouvé dans une situation où il court avant-pied. Le problème, c'est que sur courte distance, il est très bon, mais dès qu'on veut venir sur Ironman et qu'il y a un marathon au bout, il n'est plus dans sa préférence de nature. Donc, il utilise beaucoup d'énergie et puis, on va dire d'un point de vue biomécanique, ça se détériore très vite. Du coup, on est obligé vraiment, en tant que coach, de revoir son allure sur le côté marathon, sur un Ironman. Et si je n'avais pas eu tous ces outils à disposition, écouter l'athlète, échanger avec, je l'aurais poussé à courir plus vite, qui aurait amené quoi ? La blessure à tous les coups. Et ça, moi, j'adore, c'est quand... grâce à tout ça, j'arrive à raconter une histoire. Et quand je dis le but, c'est pas de raconter une histoire pour raconter une histoire. Le but, c'est juste que le client se reconnaisse dans l'histoire, dise ouais, c'est ça, t'as raison. Et ça, moi, j'adore. Donc, je veux pas ajouter des outils pour des outils. Je veux juste des outils qui me permettent que, à un moment, quand j'ai besoin d'aller en chercher un, je vais un. Et souvent, j'aime bien utiliser ça comme remarque, c'est quand vous amenez votre voiture au garage, vous ne demandez pas les outils qu'ils utilisent. Ils utilisent l'outil en fonction si c'est les freins, c'est le moteur, etc. Et nous, c'est un peu la même chose. On a plusieurs outils à disposition. En fonction des cas, on va utiliser un ou plusieurs outils, quoi. Et toi, Coco, du coup, je sais que tu as même plus pratiqué que moi au niveau Volo d'Allen, sur les préférences motrices, etc. Et avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'avoir intégré ces outils par rapport à ton coaching? Déjà, c'est vraiment un game changer, ça m'aide beaucoup. Je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu avais dit sur le deuxième point, qui était qu'on a tendance à faire cette erreur, à imposer notre vision au coaching des fois, et peut-être les gens ne sont pas prêts de l'entendre. Donc il y a beaucoup de fois où j'ai fait des tests de préférence motrice et je leur dis voilà, il faut peut-être que vous évitiez de faire ça, vous courez en aérien alors que vous êtes terrien, et ils ne sont pas prêts de l'entendre. Mais c'est vrai que quand à chaque fois je fais les tests et que je leur décris un peu une histoire, en tout cas ce que j'ai observé, c'est très rare qu'une personne me dise pas ah ouais, mais je me reconnais complètement, parce qu'on sort du point de vue mécanique, on sort aussi, on arrive sur l'émotionnel, on arrive sur les réactions. Par exemple, j'ai beaucoup de clientes femmes qui donc ont une tendance à beaucoup plus d'hyperlaxité, donc tu comprends les anxiétés, certaines réactions, des difficultés sur certains mouvements. Et maintenant, j'ai appris à détecter, tester, et pas forcément dire ce que je fais, comme tu l'as dit par rapport à la voiture. Par contre, utiliser ces outils, par exemple, comment je vais gérer ma voix, comment faire attention au toucher. C'est-à-dire que j'évite au minimum de toucher dans les coachings, mais il y a des personnes qui sont un peu plus kinesthésiques que d'autres. Mais par exemple, il y a des personnes chez qui il faut absolument éviter. Ils vont avoir un RPP, ils vont avoir, parce qu'on a aussi les réflexes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, les outils, c'est quelque chose qui est juste tellement important. Personnellement, par exemple, aussi tout ce qui va être le capteur stride, il y a des outils qui permettent aussi de confirmer des sensations internes. Tout à fait. C'est-à-dire que je vous donne une anecdote qui je trouve juste fascinante. Quand je sors du pur, que je vais courir, que je vais au parc, je passe par le parc Bertrand,
Il y a une petite montée, vraiment petite montée, t'as l'impression même pas que ça monte en fait, et je suis peut-être à 220, 250 watts. Et Attends, il y a un bruit dans le micro, je sais pas ce que c'est. Hop là, excusez-moi. Hop là. Et du coup, je cours, voilà, je suis à 250 watts, et puis j'ai l'impression voilà, que j'avance pas du tout, je suis genre à 8 ou 9 km/h, et quand je reviens, j'ai l'impression d'être à plat, et en fait, je suis à moins de watts, et beaucoup plus rapide. Donc, les capteurs vous permettent juste au final de confirmer. Je suis désolé, il y a un bruit dans le micro, ce qui me perturbe. Hop, je vais enlever ça, ça sera mieux. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Qui permettent juste en fait de confirmer ce que vous ressentiez. Ouais, tout à fait. Et je crois que je l'ai déjà dit sur un podcast, mais quand on parle des outils aussi, de ne pas en être dépendant. Donc souvent, moi, j'aime bien utiliser la variabilité cardiaque pour savoir comment est notre système nerveux. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'une application vous dit le matin que vous avez mal dormi, que vous devez éviter de faire du sport. Ok, c'est un message, ok, je l'ai entendu. Par contre, on peut très bien essayer de faire du sport. Et puis après l'échauffement, moi je dis souvent à mes athlètes, faites au moins l'échauffement et vous prenez la décision à la fin de l'échauffement. Voilà, dire ok, je rentre pour aujourd'hui, ou je fais juste, au lieu de faire de l'intensité, je rentre juste un tout petit peu en endurance, une séance plus courte et ça me va très bien. Voilà. Mais aussi, il y a des fois où l'appareil a dit quelque chose et puis en fait, tout va bien, on peut faire notre séance sans problème, quoi. Donc voilà, il faut vraiment... et des fois, en tout cas pour moi, ça marche comme ça avec la variabilité cardiaque. Des fois, je dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi il me met que je suis moins bien? Et en fait, 2 jours après, je suis malade. Ouais. C'est drôle, il y a un peu cette phase de déni des fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un point qui est important, ça reste des outils. Ouais. Et il y a des outils qui sont faits pour certaines vis. Et je pense que c'est pareil, il y a des outils qui sont faits pour certaines personnes. Un capteur stride, un capteur de puissance, un test InSeed. Pour quelqu'un qui commence à courir, peut-être pas. Donc encore, on en revient, c'est le mot aujourd'hui, contexte. C'est-à-dire, moi, on me pose la question, est-ce que ce serait bien que j'achète? Écoute, cours pendant quelques temps, et puis après, pourquoi pas? Mais déjà, vois si tu aimes courir. C'est vrai que des fois, je pense qu'on tombe sur un peu... et c'est là que tu vois le pouvoir du marketing, où on se crée des besoins qu'il faut acheter certaines choses pour performer, alors qu'au final, tu prends des chaussures de bonne qualité, tu cours régulièrement, tu vas déjà bien progresser. Donc il faut trouver cet équilibre entre data, qui sont importantes pour comprendre, pour mettre du contexte, et puis aussi un moment simplicité et constance dans ton entraînement. Ouais. Et du reste, sur les data, pour avoir des data de bonne qualité, il faut faire des tests. Mais après, par exemple, on va définir des zones d'après des tests qui ont été faits. Encore faut-il que les tests soient au maximum de la valeur de la personne, autrement, c'est faux. Et j'aime bien ton point sur la notion de contexte, parce que par exemple, on fait un test en vélo qui nous donne des zones au niveau de la puissance en watts. C'est totalement différent si vous entraînez sur votre home trainer à la maison, on va dire en milieu un peu fermé, etc. Ou si vous voulez aller à l'extérieur, c'est super bien ventilé. Et si vous allez encore en montagne, où là, l'altitude peut encore changer, le fait qu'il y ait du pourcentage va changer. Donc, le contexte, c'est pour ça que j'aimais bien que tu le dises, le contexte est hyper important et il faut toujours adapter tout ça, quoi. Et du coup, je pense qu'en fait, au final, c'est le maître mot, et pour bien conclure cet épisode, c'est que, en tant que coach, nous devons comprendre une situation, un peu se mettre sur une vue d'au-dessus et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok, t'as pas réussi à faire le plan, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as perdu ton travail. Ah, tu dors pas depuis 3 jours. Donc au final, comprendre ce qui se passe. Donc on en revient sur ensuite l'individualisation. Écouter la personne, adapter par rapport à la forme du jour. Et puis aussi, grâce aux outils, ça va nous permettre de confirmer toute cette situation, tout ce contexte. Ouais. Ah, ton HRV, il est bas. Ah, c'est vrai que là, ça fait 3 semaines que tes puissances sont en train de baisser. Donc, le coach, il a évolué. Il n'est plus seulement sur la création de programmes, il n'est plus seulement sur le fait de délivrer des séances en one-to-one, mais il est aussi sur écouter les clients, adapter par rapport à où ils en sont, et puis surtout être une personne à l'écoute, quoi, au final. Oui, tout à fait. Et souvent, moi, ce qui me fait le plus plaisir en tant que coach, j'ai eu le cas il y a 2 ans en arrière, c'était super intéressant avec un de mes athlètes sur le fait que
son succès de cette année-là n'avait pas été que sportif, mais quand il m'a dit, en fait, mon boss était tellement content de l'énergie que j'ai apportée tout le temps durant ce projet qu'il m'a donné une promotion. Et de voir la personne évoluer, etc., en tant que coach, c'est intéressant que ce ne soit pas que le côté sportif, mais on est là principalement pour ça, mais de s'occuper de la personne en entier, quoi. Ouais, donc, et on en revient sur le premier point, donc le cercle est bouclé, c'est que on n'est plus juste dans le professionnel et le sport ou le privé, en fait tout est lié, et en fait le fait que tout soit lié, c'est pas forcément négatif, c'est justement, ça permet de créer une harmonie dans ça, donc il y a un équilibre. On vous remercie. Merci pour l'épisode. C'était l'épisode 10. On espère retrouver William un de ces jours. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On vous remercie pour cette écoute et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.